Je crois que c'est comme Oui, ça c'est qu'on pourrait le ça. dire. Oui, oui, Ouais. tout à fait. Alors, il y a une distinction très importante qui est faite dans ce livre qui permet en plus de comprendre une partie de la persécution des homosexuels par les nazis, parce que cette persécution a été réelle. Le livre montre qu'elle n'est pas aussi importante qu'est-ce qu'elle est prétendue par les militants LGBT. Il remet en cause le mythe, ce qu'il appelle le mythe de l'Holocauste gay, en montrant qu'il y a eu des persécutions, mais que c'était beaucoup plus réduit en termes de nombre de personnes. Donc ça, il y a tout un chapitre qui parle de Mmh. ça. Mais en fait, la distinction pour comprendre comment les nazis ont pu s'en prendre à certains homosexuels, c'est la distinction que je ne connaissais pas avant d'étudier ce sujet, entre les homosexuels machos et les homosexuels efféminés. Mmh. Et en fait, ce qu'explique très bien Scott Lively au début du livre, c'est que l'Allemagne des années 20, 30 est divisée entre d'un côté les homosexuels efféminés, donc ce qu'on surnomme habituellement les tantes ou les folles, qui étaient plutôt des gens pacifistes et de gauche. Et ensuite, ces gens-là étaient en conflit avec les homosexuels machos virilistes qui, eux, étaient plutôt dans une logique très militariste, très guerrière, avec des Mmh. références à Sparte, à Oui, c'est l'Antiquité, ça. et qui, eux, en fait, considéraient justement que les folles étaient faibles, étaient décadentes, et eux avaient une pratique de l'homosexualité qui était beaucoup plus violente, mais aussi beaucoup plus discrète. Et avec notamment, et ça c'est très bien monté dans le livre, avec beaucoup notamment d'homosexuels qui avaient des femmes pour la galerie, en fait, pour protéger leur image, pour aussi faire des enfants, parce qu'il y avait cette idée que la femme n'est bonne que pour procréer et pour fournir des guerriers, et en fait pour prolonger la race. Donc c'est une logique qui est tout à fait différente, avec un mépris, notamment un rejet de l'égalité spirituelle entre l'homme et la femme qu'on retrouve dans le christianisme notamment, avec justement cette influence très païenne, notamment cette vision très païenne qu'on avait chez les Grecs, chez les Romains de la femme. Ouais, alors, je pense que vous avez quasiment donné tous les éléments qu'on va pouvoir aujourd'hui développer. L'influence païenne de ce nazisme, qui va complètement à rebours de la famille traditionnelle, on va dire, et même qui la rejette, et qui va en fait aussi rejeter donc les fondamentaux religieux et du judaïsme, ça c'était assez connu, mais aussi de la chrétienté, puisque justement ce sont ceux qui normalement comment dire, promeuvent et la famille et justement et rejettent l'homosexualité. Donc c'est au fait c'est aussi l'origine du nazisme, enfin de la haine des nazis vis-à-vis de ces religions. Oui, tout à fait. Et c'est ce que j'ai découvert en travaillant sur ce livre, c'est qu'en fait, le nazisme doit être compris fondamentalement comme un phénomène religieux. C'est-à-dire qu'avant d'avoir le politique, il y a le religieux. Et le religieux nazi, c'est un religieux néo-païen, contrairement à ce que peuvent Alors quelles sont les références justement de quel néo-païen Alors, il y a plein de choses. Alors déjà, il y a le symbole en lui-même de la croix gammée. Oui, oui. Et la croix gammée, c'est très bien expliqué dans le chapitre 2 du livre. C'est un symbole païen qui symbolise, en fait, c'est un symbole hindou, mais qui symbolise, dans la mythologie germanique, l'union de Ostara, la déesse mère, l'accouplement de Ostara, la déesse mère, avec Wotan, le dieu des tempêtes, qui est l'équivalent germanique de Odin. Et en fait, ça rejoint une influence très peu connue sur Hitler et les nazis, qui est l'influence de Guido von List, qui était un sorcier, qui était un magicien, qui était un des fondateurs de l'ordre germanique et qui fut le premier, c'est expliqué dans le livre, à introduire le symbole de la croix gammée en Allemagne. Il fait flotter notamment la croix gammée pour la première fois sur un de ses châteaux à Noël en 1907. Donc ça, c'est Guido von List, c'est l'ariosophie, en fait, c'est-à-dire l'étude des Ariens. Ça s'inscrit aussi dans toute la théosophie, qui est notamment la doctrine secrète d'Helena Blavatsky. Oui. Et c'est cette idée qu'en fait, il y aurait une espèce de hiérarchie des races, avec des races qui sont, on va dire, plus élevées spirituellement que d'autres, qui sont à des stades plus avancés. Et tout en haut, il y a les Ariens. Et tout en bas, il y a notamment les Juifs et donc le christianisme, parce que du point de vue de ces Ariens, en fait, le christianisme n'est qu'une évolution du judaïsme, en fait, complètement repris ils ne voient pas du tout la rupture apportée par le Christ. Et donc, il y a ça, il y a Guido von List, il y a Ostara, qui était une revue néo-païenne qui a complètement influencé Hitler. Ça s'est raconté comment dans les années 20, Hitler a été l'élève. Et il y a des citations de tous ces néo-païens qui disent Hitler était notre élève. Nous avons pris en main sa formation, et ça, quand on évoque la jeunesse du nazisme, on parle souvent de Röhm, des Schmiss-Brünn, mais on ne parle pas de Guido von List, de Jörg von Liebenfels, qui était un moine défroqué, qui était aussi un magicien, qui avait des liens avec Aleister Crowley, toute la pratique de la magie sexuelle, notamment la magie sexuelle tantrique qui vient des hindous, qui vient de l'Inde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours cette filiation orientale, c'est-à-dire que tous ces mystères viennent, et vous vous souvenez d'ailleurs que les nazis avaient une fascination pour le Tibet. Himmler
Himmler a financé beaucoup d'expéditions pour aller au Tibet parce qu'il cherchait justement les sources, les grands maîtres orientaux qui venaient de cet Orient. Et d'ailleurs, Aleister Crowley, son organisation s'appelait l'Ordre du Nouveau, le Temple du Nouvel Orient, l'organisation du Nouveau Temple oriental. Et donc, ils avaient aussi une fascination pour le Graal. Ça, c'est aussi rappelé dans le livre. Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai découvert que Otto Rahn... Alors, vous voyez, ça, c'est un bon exemple, Otto Rahn, parce que Otto Rahn, c'était un des collaborateurs d'Himmler. Donc, Himmler, qui était le chef de la SS, qui faisait des discours très anti-homosexuels, et Otto Rahn était homosexuel. Et il l'a gardé à ses côtés pendant très longtemps, jusqu'au jour où il a eu une débauche qui était tellement... Il s'est fait surprendre en flagrant délit, et là, que c'était pas possible d'étouffer l'affaire, et donc Otto Rahn a été sanctionné. Mais Otto Rahn a inspiré le personnage d'Indiana Jones. Oui, c'est ce que j'ai découvert dans ce voilà, livre. Comme quoi, j'étais surprise. Hein. C'est ça.